Alors, on va commencer. Donc, je vous présente Clara Fèvre, étudiante en 5e année d'orthophonie, à côté de Alice Dormois, prof de piano et piano adapté au Conservatoire de Cagnes-sur-Mer, responsable de l'association Mélodis, créatrice des approches Mélodis, École chantée et Clap and Move, et enfin Bruno de Cara, maître de conférence à l'Université Côte d'Azur et aussi membre de l'APCOS, le laboratoire d'anthropologie et de psychologie clinique, cognitive et sociale. Ils vont vous présenter leur conférence Musique, cerveau et société, une approche neuropsychologique pour soutenir les bases de la lecture dès la maternelle. Et je leur laisse la parole. Très bien, merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Merci d'être là. Donc, merci de votre présence. Nous avons essayé de vous intéresser à un sujet important, celui, on va dire, de la réussite scolaire. Et pour bien réussir à l'école, vous savez que c'est important d'avoir un apprentissage de la lecture qui soit satisfaisant dès le départ. Et on va, en fait, ici parler des étapes qui précèdent l'apprentissage de la lecture, notamment donc, la conscience phonologique, perception, on va dire, des caractéristiques des sons de la parole. Et pour entraîner les enfants à maîtriser la conscience phonologique, on va leur proposer un entraînement musical dont on va parler. Voilà. Donc d'abord, avant de commencer, je voulais remercier tous les partenaires qui sont impliqués dans le projet Lucilang. Donc tout d'abord, ça a été le laboratoire La Poste, mais également le département d'orthophonie de Nice, également le laboratoire Musaka à l'Université Laval au Québec, l'Académie de Nice à travers l'INSPE et les circonscriptions scolaires, notamment celle de Nice, et puis l'association Mélodis. Et enfin, donc, il faut signaler que ce projet a été financé par une action de l'Académie 5 dans le cadre de l'IDEX, l'Université Côte d'Azur. Voilà. Alors, la parole. On part de la parole comme étant une évidence. Je parle, vous comprenez, il n'y a pas de problème. Vous avez l'impression que les paroles, on va dire, sont découpées dans votre cerveau, que vous arrivez à accéder à la segmentation du mot, la segmentation de ce flux continu de paroles. Faites un travail cognitif, c'est vraiment quelque chose d'important et réalisé par votre cerveau, parce que, bien évidemment, le flux de paroles est continu. Donc la parole est continue, contrairement à l'écrit, quand on dit on a des lettres, on a des mots, des espaces, des mots entre les lettres. Là, la parole dont je vous parle, je vous envoie un flux continu d'ondes que vous avez, on va dire, à d'abord canaliser et puis interpréter. Et donc, je vous ai juste un petit, ce qu'on appelle un script programme, dans lequel vous voyez qu'une phrase comme Stace, chicken leg is originally, en fait, ça nous apparaît compréhensif quand on l'écoute, mais de façon, à partir du signal physique, c'est complètement continu. Alors, du coup, on peut passer à la diapo suivante. Si on se met dans la place d'un enfant qui doit apprendre à lire, il va y avoir une vraie question, c'est la question de la segmentation des sons à l'intérieur de la parole. On sait que, qu'est-ce que c'est que l'écrit finalement? L'écrit, c'est une transcription imparfaite de l'oral. L'écrit n'est pas premier en soi, c'est l'oral qui est premier. Donc, l'enfant va devoir raccrocher la chaîne écrite avec la chaîne orale. Le problème de la chaîne orale, on a vu, c'est qu'elle est continue. Et quand on considère le principe alphabétique, ce principe sur lequel l'écrit est une transcription de l'oral, eh bien, dans notre système orthographique, nous avons des phonèmes. Ce sont les phonèmes qui, dans le signal de parole, correspondent aux lettres, au groupe de lettres dans la lecture. Donc, l'enfant doit isoler ces phonèmes. Et je vous ai mis ici en fait deux exemples. Ce sont des rimes, al et âtre, qui peuvent sembler tout à fait similaires, du point de vue, on va dire, de leur forme sonore. En fait, elles ne sont pas. Parce qu'il y en a une, qui est âtre, dans lequel les deux sons, A et K, sont physiquement séparés par incidence. Donc, il y a bien deux sons, si vous voulez.
physiquement. Alors que il y a une coarticulation totale entre le A et le le, c'est-à-dire que si vous essayez de séparer le A et le le, vous n'y arrivez pas. C'est continu. Et on a demandé aux enfants de dire, mais donc, combien tu entends de sons dans A et dans A, pensant que c'est la même difficulté. Vous voyez bien que ça n'est pas. Hein. Dans un cas, vous avez deux sons qui sont physiquement séparés par un silence, dans un autre, vous l'avez pas. Alors, cette capacité de repérer, de détecter, de segmenter les sons dans le signal continu de parole, c'est ce qu'on appelle la conscience phonologique, et une habileté, une méta-linguistique nécessaire pour comprendre le principe alphabétique et pour pouvoir lire. Je vous ai simplement ici mis une tâche, c'est la tâche la plus connue de conscience phonologique à travers le monde. On vous donne 3 mots et vous devez dire celui qui n'est pas comme les 2 autres, qui ne rime pas, qui ne commence pas comme les 2 autres. L'intrus, donc. On va voir simplement très rapidement ces 3 mots, à chaque fois donc, par une ligne. Drapeau, guitare, chapeau. Tout le monde a vu que l'intrus, c'est guitare. Parce que vous avez, voilà, pardon, excellent, vous avez associé drapeau et chapeau, et c'est-à-dire que votre oreille a perçu que drapeau et chapeau avaient la même unité commune, c'est-à-dire la citation. Donc, c'est assez simple. Mais ensuite, quand on continue avec mouche, douche, jupe, vous voyez que là, c'est un peu plus compliqué. Quel est l'intrus? Jupe, voilà. Parce que douche et mouche partagent une unité qui est assez large, qui est la rime, qui est commune. Et alors, le dernier, vache, flûte, box, vous allez me dire, ils ont bien le commun, ils sont tous les 3 différents. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Dites-moi. Non, là, c'est horizontal. Hein. Ah oui, on respecte le préfet. Alors, donc là, c'est le top. C'est la consonne finale qui est présente dans flûte et dans botte. Et ça, un enfant qui ne sait pas encore lire ne va pas pouvoir le détecter. Parce que cette consonne finale, qui est commune, en fait, sa conscience, la conscience du phonème, elle arrive avec la lecture. Parce que dans la lecture, les lettres représentant le phonème, on a évidemment une conscience accrue des phonèmes grâce à la diapo suivante. Et alors récemment, dans les 15 dernières années, on va dire, mis à part ce principe de cette conscience phonologique qui doit être maîtrisée pour apprendre à lire, beaucoup de chercheurs se sont intéressés à des paramètres qui ne sont pas des paramètres de la parole, des paramètres liés au son, comme par exemple le rythme, et se sont aperçus que les enfants dyslexiques avaient du mal à maîtriser les paramètres temporels, tels que le rythme. Vous voyez? Alors, c'est des expériences qui sont faites essentiellement en anglais. Vous savez que l'anglais est une langue à accentuation, il y a un stress sur la première et la seconde syllabe. Eh bien, on a proposé à des enfants d'écouter, je vais vous faire un exemple tout à l'heure, des mots, alors ce n'est pas des mots en fait, c'est des formes sonores avec une syllabe accentuée et une autre qui n'est pas accentuée, en fonction d'un nom modèle. C'est ce qu'on appelle la syntaxe. On va voir tout à l'heure quelque chose. Et on voit que dans cette tâche-là, les enfants qui ont des difficultés de lecture sont vraiment plus faibles que les non-lecteurs. Donc, ils ont un problème de détection des rythmes dans des structures sonores. Alors, je vais essayer, on va essayer de voir si ça marche, l'exemple. Pi. Est-ce que tout le monde a entendu? Vous voulez qu'on remette? Donc, c'est Blanche-Neige, d'accord, on a vu. Alors, en anglais, ça se dit Snow White. Et je crois que les 2 syllabes sont accentuées de la même façon. Si on peut juste remettre. Pi, pi. Voilà. Pi. Alors, donc ça, c'est la première réponse que l'enfant doit choisir pour dire que c'est bien ça. Et vous voyez que la deuxième, c'est une accentuation qui est contrastée. La première, c'est dit, donc accentué, non accentué. Et là, on va voir si l'enfant se trompe, ça veut dire qu'il n'a pas perçu l'accentuation correcte des 2 syllabes. Et donc, cette performance est reliée aux capacités de lecture. Alors, je crois que je vais bientôt passer la parole à mes collègues. Et donc, on voit bien que les questions la véritable question, c'est est-ce que la musique est une activité, on va dire, multisensorielle, avec une composante bien sûr auditive, évidemment, mais aussi une composante motrice, un engagement corporel. Est-ce que la musique peut être un facilitateur
des compétences générales qui sont impliquées dans l'activité musicale, orale, peuvent être réinvesties pour le langage. Voilà. Donc, en fait, il y a une étude qui montre que c'est possible. Il y a beaucoup d'études. Hein. Il y a une qui est faite par un groupe de chercheurs francophones, donc c'est celle-là que j'ai choisie, Michel Habib, qui montre qu'avec un entraînement musical de 6 semaines, donc à raison de 2 ou 3 séances par semaine, c'est quand même assez intensif, on arrive à améliorer la perception auditive, l'attention, la conscience logique chez les enfants dyslexiques. Voilà. Je crois que maintenant, je passe la parole à Clara. Bonjour, je m'appelle Clara Perle, je suis étudiante en 5e année d'orthophonie et je vais vous présenter l'étude qui constitue mon mémoire de fin d'année. Alors, l'objectif principal de l'étude était d'examiner l'effet d'un entraînement musical structuré sur les activités en conscience phonologique d'enfants de grande section de maternelle. Et du coup, l'hypothèse principale de l'étude était que nous attendions une progression plus importante pour les enfants du groupe contrôle qui ont participé à des activités musicales structurées, plutôt que les enfants du groupe contrôle. J'ai déjà fait le contrôle. C'était plutôt expérimental, excusez-moi. Donc, comparativement au groupe contrôle qui participaient, eux, à des activités de logique et de construction en autonomie. Alors, je vous ai fait un petit schéma pour vous présenter un petit peu l'organisation générale de l'étude. Donc, on est parti des pré-tests avec 37 enfants au total qui étaient scolarisés en grande section de maternelle, il y avait 2 écoles différentes qui faisaient partie du réseau d'éducation prioritaire REP et REP+. Sur ces 37 enfants, on a fait passer un pré-test qui constituait 3 grandes épreuves. Donc, il y avait une épreuve de conscience phonologique, une épreuve de raisonnement spatial, une épreuve de perception biologique. On a ensuite extrait les 23 élèves qui avaient le plus de difficultés en conscience phonologique et on les a répartis en 2 groupes. On avait un groupe expérimental qui a suivi un entraînement musical encadré. Donc, c'était un entraînement sur 6 semaines. Donc, on avait 12 enfants pour le groupe expérimental. Et pour le groupe contrôle, eux ont participé à des jeux de vision spatiale, de logique, en autonomie. Donc, pareil, c'est un entraînement de 6 semaines. Et là, on avait 11 enfants pour ce groupe-là. À la fin, on a réalisé du coup les post-tests. On a repris les enfants des 2 groupes. Donc, malheureusement, on avait un absent, donc on passe à 22 participants. Et on a repris en fait les épreuves pré-tests. Alors, je vais vous présenter un petit peu les épreuves qu'on a fait passer. Donc là, c'est l'épreuve de métaphonologie. Donc ici, vous avez le chat, la coccinelle et la poule. Et la fonction du dire dans lequel des systèmes est-ce qu'on entend la même syllabe que le mot coq. Donc là, c'était coq, coccinelle. Ensuite, on avait une épreuve de raisonnement spatial. C'était un puzzle, en fait. L'élève devait choisir parmi les systèmes proposés quel évidemment pouvait compléter le puzzle. Ah, tu veux du son? Là, du coup, vous avez entendu un extrait de l'épreuve de la perception de rythme. Donc, l'enfant entendait 2 rythmes et devait dire s'ils étaient pareils ou pas pareils. Donc, en l'occurrence, ils n'étaient pas pareils. Donc, là, c'est un petit schéma que je vais vous montrer la répartition du coup, pour les entraînements. Donc, une fois qu'on a passé cette épreuve-là, on a du coup pris les élèves les plus faibles et on les a répartis dans différents groupes. Donc, on avait un groupe expérimental et un groupe contrôle par école, et ce qui nous faisait entre 4 et 7 élèves par groupe. Du coup, on a réalisé des entraînements pour le groupe expérimental de musique basé sur le programme École Chantée. Donc, ils étaient dispensés par moi-même et par une autre étudiante qui s'appelle Agathe Mansoli, qui est étudiante en master de psychologie. Elle n'a pas pu être là malheureusement aujourd'hui. Et on était du coup sous supervision d'Alice Dorboy, qui est l'auteur en fait du protocole. Elle va vous présenter tout à l'heure. L'entraînement est dispensé pendant 6 semaines à raison de 2 fois par semaine pendant 30 minutes. Autant du coup pour les élèves du groupe expérimental, donc pour la musique,
que les élèves du groupe contrôle qui réalisaient en même temps les jeux de manière autonome. Je laisse la parole à Alice qui va représenter son protocole. Merci Clara. Alors, bonjour à tous. Concernant les entraînements du groupe expérimental, donc on a proposé des activités musicales assez spécifiques puisqu'elles étaient basées sur la sonorisation des apprentissages scolaires. Alors c'est un peu particulier, ça veut dire qu'on a apporté le son musical dans les activités quotidiennes de la classe. Et donc pour cela, on a utilisé les paramètres du son, donc le paramètre de la hauteur, la fréquence sonore, également le paramètre de la durée, donc les sons courts et les sons longs, et également des notions musicales basiques, comme la pulsation, une pulsation régulière, et puis les prémices du rythme. Alors, toutes les activités étaient basées sur l'approche multimodale qu'on retrouve dans la remédiation cognitivo-musicale dont parlait Bruno tout à l'heure, et qui implique finalement une entrée auditive, donc qui est toujours présente puisque là on apporte le son, et puis un support visuel clair, c'est des codages assez simplifiés, vous allez voir, et une participation active des enfants au niveau verbal et moteur. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, quelle activité on a proposé aux enfants? On avait deux types d'activités. Donc, deux activités qui concernaient le développement de l'oreille, développement de la perception auditive, plutôt des sons aigus graves, sur le paramètre des hauteurs. Et puis, deux activités sur la pulsation et la motricité. Donc là, vous avez un exemple de la première activité qui s'appelait « Jouer avec les sons du langage » et qui permettait de découvrir le mouvement sonore. Donc, continue, le mouvement ascendant, donc, toujours associé avec un geste de la main. Donc, les enfants, toute la classe faisait le geste exagéré et en prenant aussi un peu l'imaginaire pour aider à matérialiser tout ça. Donc là, on imaginait qu'on prenait des miettes au sol et qu'on les jetait aux oiseaux pendant qu'on chantait ce mouvement sonore ascendant. On a découvert le son descendant, donc, comme un avion qui atterrit, et puis le son qui reste sur place. Voilà, c'est les premières découvertes du mouvement sonore. On va faire ça en chantant, donc avec le geste, et puis ensuite en devinette. Donc l'enseignant chante un mouvement, et puis l'enfant doit deviner de quel mouvement il s'agit. Et puis la dernière activité, ça a été de noter ce mouvement, donc avec des petits personnages qui vont rejoindre un objet. Et donc là, on trace un chemin sonore pour rejoindre l'objet. Alors, cette activité-là, elle a évolué rapidement vers des perceptions plus complexes, on va dire, surtout en grande section de maternelle. Donc, ça va être le mouvement sonore ascendant-descendant ou descendant-ascendant. Pas évident parce que les enfants, parfois, chantent juste, mais ne synchronisent pas le chant au geste. C'est ça qui est difficile, c'est de baisser sa voix en réalisant le bon geste et pas faire l'inverse. Et donc, à partir de là, on a associé des sons du langage à cette découverte du mouvement sonore. Donc, par exemple, sur des voyelles toutes simples, et toujours en devinette et en notation. Petit à petit, on a complexifié les exercices. Donc, par exemple, ici, on proposait aux enfants un visuel de l'escalier, donc sans langage pour l'instant. Et puis, l'enfant rajoutait une exploration des sons du langage. Donc, par exemple, bop, 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 ba. Ou croc, 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 cri. Voilà, et on s'amuse à commencer à découvrir des sons du langage en associant ce paramètre des hauteurs et un petit peu des durées ici. La suite de l'activité, puisque ça s'est étalé sur 6 semaines, ça a été de chanter des syllabes, tout simplement. Des choses très simples. Et ici, on a vraiment fait évoluer l'activité vers des devinettes de fin de mots. Donc, par exemple, on propose aux enfants qu'est-ce qu'on pourrait mettre après? Et donc, les enfants font des propositions pour la suite. Donc, ça peut être pain, de copain. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que on entend la première syllabe et puis il y a un laps de temps avant de finir le mot. Et donc, les enfants doivent ensuite faire une activité de puzzle pour regrouper ces syllabes quand on a entendu pain.
Et il faut faire un petit mécanisme cérébral pour assembler et dire, ah, mais ça fait copain, c'est vrai. Donc, voilà, mémoriser les syllabes et puis les assembler. Alors, la dernière activité sur ce même thème, ça a été plutôt de repérer l'intonation du langage. Donc là, l'enseignant a proposé des phrases complètes avec une intonation un petit peu exagérée et les enfants devaient retrouver le mouvement sonore qui était implicite dans le langage. Donc, par exemple, prenez garde. Ici, le son va monter. Prenez garde. Et les enfants reproduisaient le geste. Je veux me promener. Je veux me promener. Louise est partie. Louise est partie. Quelle bonne surprise! Quelle bonne surprise! Etc. La deuxième activité a consisté à travailler sur le paramètre des hauteurs, toujours, mais avec un support visuel bien clair, sous forme d'escalier. Alors ici, on a appris finalement à décoder une hauteur de son, à l'aide aussi du carillon que vous voyez juste à côté, qui est un métallophone avec un support en escalier, qui correspond vraiment à la notation que vous voyez en escalier sur les petites fiches à gauche. Et donc ici, on apprenait simplement à chanter sur 3 hauteurs. Donc par exemple, Do, Sol, Do. On choisit ces 3 lames du carillon. Donc on peut supprimer les lames qui ne sont pas nécessaires, garder la plus basse, l'intermédiaire et la plus aiguë, et puis chanter ces 3 hauteurs en suivant les petits cartons. Donc le groupe chantait, et puis il y avait un enfant au carillon qui chantait en jouant les 3 sons du carillon. Alors rapidement, évidemment, on ajoute du langage à cette activité. Et donc là, on chantait chocolat. Donc des mots à 3 syllabes. Alors je vous propose de tester. On va se mettre en condition. Si vous voulez chanter avec moi, n'hésitez pas. Montrez-moi votre plus belle voix. Et alors ici, je vous propose de chanter sur des sons plus rapprochés, pour que ce soit plus sympathique. Et donc, on va choisir Do, Mi, Sol. Je vais essayer de chanter juste en écoutant. On va acheter un peu basse. Donc, Do, Mi, Sol. On va chanter sur ces 3 sons-là. Donc là, quand vous voyez ce petit carton, vous êtes plutôt en bas. Donc, avec les enfants, d'ailleurs, on chantait beaucoup l'emplacement des sons. Donc, on disait plutôt en bas, en bas, en bas. Et quand on voyait les sons en haut, milieu, etc. Donc, on chante l'emplacement. Et puis après, on chante des mots. Donc là, on pourrait faire le mot escalier, par exemple. Donc, ça ferait escalier. Alors, avec la musique, ça donne escalier. Escalier. Vous pouvez le faire avec moi. Escalier. 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 Super, sur le prénom Magali. 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 Tout en haut. Magali. Sur parachute. Parachute. Toujours avec le geste. Parachute. Parachute. Super. J'ai entendu un peu votre voix. Ça fait plaisir. Donc, vous voyez, ce n'est pas un exercice si simple, parce que quand on n'est pas musicien, il faut pouvoir caler sa voix et toujours avoir le geste associé et puis aussi se repérer sur le carillon. Donc, voilà pour le travail sur les hauteurs. On a complété avec 2 chansons de comparaison de phonèmes, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire plus. Et ici, c'est un exemple de comparaison entre le son se et ze avec l'histoire d'un zèbre qui a des vocabulaires zèbre, célèbre, zézéier, balance, donc des sons se et ze, et puis des sons glissés, z et s, comme le serpent, voilà, qui mettent bien en valeur les sons. Voilà toute la partie développement auditif. Et puis ensuite, on avait 2 activités plutôt rythmiques
Donc là, on présente aux enfants un visuel clair avec des cases. Hein, c'est ce qu'on va appeler la règle du temps. Donc, une case correspond à une pulsation, hein, ou un temps musical. Et puis, donc, le premier exercice, ça va être pour les enfants simplement de suivre la pulsation avec un doigt par case. Hein, ce qui n'est pas si simple, hein, parce qu'on sait que aussi pour les enfants avec un trouble neurodéveloppemental, suivre une pulsation, ce n'est pas évident. Et suivre une rythmique, démarrer au bon moment. Donc, voilà, on va travailler vraiment ces aspects rythmiques et avec une consigne claire de départ. Donc, c'est les enfants qui vont verbaliser leur consigne en disant, par exemple, attention, c'est parti. Et il faut vraiment déjà se caler sur la pulsation, donc ça permet de rentrer dans le bon rythme. Et ensuite, on va verbaliser. Quand on voit un événement sonore, on va dire quelque chose. Donc, on voit les petits cercles noirs. Là, on peut dire, par exemple, tape. Hein, c'est assez percussif, donc ça permet de rendre vraiment l'aspect rythmique. Donc, si je fais la première séquence, ça fera attention, c'est à moi, ta, ta. Voilà, tout en suivant du doigt dans les cases. Voilà, c'est une activité qu'ils ont fait en groupe. Hein. Et puis, évidemment, sur de la musique. Donc, musique rythmée. Là, ce que je vous propose de faire, c'est de le faire avec moi. Donc, on fait 2 fois chaque séquence. Et puis, on suit les 5 lignes. Attention, c'est à moi. Ta, 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 ta. Et a, 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 ba, 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 ta, ti, to, ta, ti, to, o, ma, der, dro, ma, der. Voilà, ensuite avec le découpage syllabique, donc assez ludique, les enfants adhèrent bien. Et puis, ça évolue aussi rapidement, parce que ça, c'est un outil qu'on utilise aussi en conservatoire pour l'apprentissage rythmique adapté, donc avec des vraies valeurs rythmiques, hein, des noirs, des croches, 4 doux, croches pointées, en binôme, à 2 voix, à 3 voix, en canon. Donc, c'est vraiment un outil qui permet de clarifier l'apprentissage rythmique. Et donc, ici, pour les enfants, c'est de la découverte, hein, découverte pulsation, découverte des séquences, hein, avancer le regard aussi sur les lignes, de gauche à droite, passer à la ligne. Ne pas sauter une case, respecter les silences. Donc, voilà. L'activité, donc c'est la même ici, mais avec un intrus. Vous voyez, il y a des sons bas et puis il y a le ça qui est contrasté. Et donc, on va découvrir un petit peu ces sons-là. Et puis, il ne faut pas oublier le changement de son à la fin. Donc, si vous voulez le faire avec moi, on le fait 2 fois. Attention, c'est parti. Bas, 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 ça, bas. Je ne vous entends pas. Bas, 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 ça. Super. Alors, l'activité qu'on peut faire aussi, parce que là, les enfants continuent à montrer du doigt, ça va être de faire un peu autrement, d'avoir le visuel un peu au tableau, et puis à ce moment-là, de faire une action percussive sur l'intrus. Donc, il faut vraiment déjà le repérer, puisque les enfants ne sont pas encore lecteurs, évidemment. Hein. Donc, on écoute la séquence une première fois, on repère l'emplacement de l'intrus. Donc là, ici, il est vers la fin. Et puis, on va avoir une action percussive dessus. Donc, soit une petite percussion, soit taper dans les mains, tout simplement. Et donc là, ça fera... Attention, c'est parti. Ba, 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 ça. Ba, 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 ça. Ba. Super. Voilà, toutes les musiques sont originales. Elles ont été créées pour avoir une pulsation bien claire, mais sans mélodie qui vient gêner la perception de la pulsation. Et après, on a ajouté des instruments et des timbres spécifiques avec des contre-chants, des choses assez progressives pour venir agir en tant que distracteur. Hein, donc, ça va venir gêner un petit peu la perception de la pulsation. Et l'enfant doit bien continuer à garder cette pulsation stable. Donc, le dernier essai, si vous voulez le faire avec moi. Attention, on y va. Bas,
pa, pa, ta, pa, 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 ta, pa. Super. Donc là, c'est pas évident, hein. Il faut vraiment taper au bon moment. On a beaucoup d'enfants qui tapent sur les silences. Donc là, bon, ça devient vraiment très ludique. Là, on va vraiment se synchroniser tous ensemble. Alors, ce petit exercice, il peut aller beaucoup plus loin, puisqu'on peut mélanger les percussions et les sons du langage, ici des syllabes. Et donc là, ça va être plutôt des claps, bras, clap, bris, clap, bras, clap, bris. Et petit à petit, on va rajouter des sons plus rapides. Donc, il y aura 2 événements par case. Donc, vous voyez la deuxième ligne, on a 2 petits cercles dans la deuxième case, troisième case. Donc, ça sera 2 fois plus rapide. Et même chose pour le langage. Donc, ça donnerait, vous pouvez le faire avec moi, hein, bris, chute, pris, 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 pris. Bris, chute, pris, 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 pris. Super, on fait en musique. Alors, on va faire les 2 premières lignes. Attention, c'est parti. Clap, bras, bris, bras, bris. Boucle, bras, bris, bras, bris. Le deuxième, bris. Chute, pris, 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 bris. Chute, pris, 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 pris. Super, vous aurez entendu la mélodie qui entrait, ça modifie un peu l'expérience. Voilà, il faut bien rester stable dans le rythme. Et le petit dernier, donc pas de surprise, et jouer une musique différente. Voilà, ça commence à être un petit peu plus complexe, il faut trouver la pulsation. On n'oublie pas que les enfants ont 5 ans. Hein. Attention, c'est à nous. Bris, tire. Bris, tire. Super. Voilà. Alors là, j'enchaîne rapidement sur les comptines à pointer. C'est vraiment sur le même principe de la règle du temps, sauf que là, l'enfant ne va pas suivre chaque case, il va simplement suivre le rythme du langage. Donc là, c'est une comptine qui alterne des sons assez lents et des sons rapides. Oh, va plus vite, je marche. Oh, t'attraperas le chat. Je marche, oh, va plus vite, je nage, oh, tu n'attraperas pas le chat. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien le petit rythme. Donc là, c'est vraiment une découverte. Alors, c'est le même principe, donc ça va aider le regard hein, à avancer sur la partition assez rapidement grâce à la pulsation et à l'accompagnement musical. Et puis, le texte est écrit au-dessus des points. Hein. Donc, l'enfant ne lit pas, il n'est pas lecteur, mais il va commencer à se familiariser avec certains mots. Hein. Donc, par exemple, ici, à la fin de la chanson, on entend qu'il y a le mot chat. Et donc, on peut demander à l'enfant où est-ce que tu as vu, où est-ce que tu as perçu le mot chat. Et effectivement, c'est à la fin de la chanson, donc en bas à droite. Hein, donc, on va pointer le mot correspondant sur la feuille. Même chose sur je. En je marche ou pas, c'est le tout début. Et va plus vite, va plus vite. Où est-ce qu'on entend le mot vite? Eh bien, ça va être à la fin de la deuxième ligne. Donc voilà, on travaille sur le repérage spatial et puis tout ce qui est séquentialité. Voilà, et puis la dernière activité qu'on a proposée, c'est une activité de percussion corporelle. Donc là, les enfants se familiarisaient avec des percussions simples, donc, par exemple clap, clap, pied. D'abord, on dit ce qu'on va faire, et puis ensuite, on ajoute un mot. Donc ici, il y a 3 syllabes. Donc mélodie, ou alors buste, épaule, genou. Ça va donner quadrillon. Voilà, pour exemple. Voilà, donc si ces activités vous intéressent, elles sont regroupées dans l'ouvrage École chantée qui a été publié chez Retz en 2017.
contrôle. Du coup, les 11 enfants ont participé à des jeux de construction et de logique. Donc, ils étaient dispensés en même temps que l'entraînement musical. Donc, ici, vous avez quelques exemples de jeux qui ont été proposés. Et donc, contrairement au groupe expérimental, cette fois-ci, les élèves étaient au sein de la classe, mais installés à l'écart. C'est des jeux en autonomie. Et donc, au bout des 6 semaines d'entraînement, nous avons retesté les élèves de chaque groupe selon les mêmes modalités que le pré-test. Et les résultats étaient donc les suivants. Donc, en conscience phonologique, on note une différence significative entre les deux mesures. Pour le groupe expérimental, on a quand même un gain de 42% supplémentaire. Donc, en fait, sur le tableau que vous voyez ici, le T1 correspond au pré-test, donc c'est la moyenne en conscience phonologique des enfants. Et le T2, c'est la moyenne du coup, au post-test en conscience phonologique. Et donc là, vous avez le pourcentage de gain. Donc on voit que pour le groupe expérimental, il y a quand même une augmentation de 42%. Et il y a également une augmentation significative pour le groupe contrôle qui est de quasiment 28%. Au niveau de la perception du groupe, on n'avait pas réellement de gain. Donc les résultats n'étaient pas significatifs entre le pré-test et le post-test. Et pour le raisonnement spatial, on avait une augmentation de 32% des résultats pour le groupe expérimental et une augmentation de 27,5% pour le groupe contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces résultats? Déjà, c'est la spécificité de l'effet de l'entraînement musical. Donc, le programme améliore nettement la conscience phonologique, surtout dans le groupe expérimental, ce qui suggère un transfert ciblé des activités musicales vers la conscience phonologique, qui est une compétence clé pour l'apprentissage de la lecture. En ce qui concerne à notre étude, déjà, on a fait un échantillon limité, ce qui permet de pas vraiment parler de généralisation. Et de plus, les groupes n'étaient pas totalement équivalents dans les conditions d'intervention, puisque le groupe expérimental a vraiment bénéficié d'un accompagnement guidé et structuré, alors que le groupe contrôle a participé du coup à un entraînement en autonomie. Et ça a pu contribuer à un potentiel effet de l'enseignant ou à un effet motivationnel qui est à prendre en compte dans les résultats. Pour les recherches futures, déjà, on peut vous demander l'adaptabilité à la classe. Donc, on peut se poser la question de est-ce que le programme est-il réellement réalisable en classe entière en étant dispensé par l'enseignant? Et ça fait l'objet de l'étude que l'on mène cette année. On peut aussi se poser la question de l'apport à la clinique, notamment à la clinique orthophonique. Donc, ces résultats invitent à envisager la musique comme une perspective de rééducation, donc potentiellement en orthophonie, notamment dans le champ du langage écrit. Et enfin, l'apport aux sciences cognitives, donc le thème de ce forum, c'est que cette étude permet de renforcer l'identification des mécanismes cognitifs dans les apprentissages, ainsi que de mieux expliquer les liens entre musique et langage. Nous vous remercions pour votre attention et on écoute si vous avez quelques questions. Voilà, si vous avez des questions, je vais passer le micro. J'ai une question, je suis un peu les conso. Est-ce que le groupe expérimental, c'était vraiment des enfants en difficulté qui étaient dyslexiques ou c'était des enfants qui ont un fonctionnement normal? Alors, on n'avait pas d'études, ils n'ont pas été testés par un orthophoniste, donc on ne sait pas en fait s'il y avait une dyslexie sous-jacente ou un autre trouble développemental. On s'est juste basé sur les résultats aux épreuves de conscience phonologique. Et une autre question, est-ce que vous connaissez les études qui ont été menées, mais pas sur l'axe de chant et de rythme, mais plutôt à travers les instruments musicaux? Et est-ce que ça améliore aussi la perception langagière et rythmique? Est-ce que ça a amélioré en fait ce programme-là? Alors, sur les études sur la dyslexie, en tout cas, moi je suis spécialisée vraiment sur ces études-là. On a des études sur le chant indifféremment, le chant et la pratique instrumentale. Donc là, c'est pour ça qu'on a intégré aussi le carillon escalier. On a voulu garder une initiation à un instrument parce qu'on a effectivement des études sur les bienfaits de la pratique instrumentale.
et notamment sur la pratique du clavier, pas seulement, hein, mais notamment sur la pratique du clavier, puisqu'on a une disposition assez géométrique, hein, du clavier, et donc et un travail équivalent de la main droite ou de la main gauche. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour développer l'aspect corps calleux, hein, du cerveau. Et c'est des zones qui sont aussi déficientes chez les dyslexiques. Voilà. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre? Merci pour cette présentation. C'est plus une remarque qu'une question. C'est l'idée que je trouve qu'avec les activités que vous faites, on fait d'une pierre deux coups. On fait du langage et du musical. Et je trouve ça, c'est aussi intéressant en termes de temps, optimisation du temps passé à l'école, etc. Faire une pierre deux coups. Oui, tout à fait. C'est un gain de temps et ça fait aussi une initiation aux enfants au monde sonore, hein, et on n'a pas toujours le temps de le faire. On n'a pas toujours d'intervenants dans toutes les écoles, ou alors c'est des courtes périodes. Et donc, ça permet aussi d'apporter le son à l'école, un intérêt pour ce monde-là et surtout de créer une transversalité, hein, dans les apprentissages, hein, entre le son. Parce que là, dans l'école chantée, l'idée, c'est vraiment de sonoriser vraiment le langage et aussi les mathématiques. Donc, on fait des liens entre les durées de son et les distances, par exemple. Et donc, il y a tout un lien qui est créé entre le monde sonore et puis les mathématiques. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que vous pensez que cette méthode peut aider les enfants qui ont des problèmes d'apprentissage? Alors oui, tout à fait. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'elle a été conçue, d'ailleurs. D'abord, on a fait beaucoup de travaux donc, avec Michel Habib sur comment adapter les cours de musique aux enfants avec un trouble de 10, avec un trouble neurodéveloppemental, un trouble attentionnel, etc. Et à partir de là, on s'est aperçu qu'il y a des choses qu'on pouvait faire en intervention précoce. Hein, donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir travailler sur des notions comme la pulsation, hein, vraiment intégrer cette notion de pulsation. Ça va faire gagner du temps, hein, c'est un petit peu de la rééducation par la musique. Donc, intégrer la pulsation, démarrer une musique au bon moment, hein, donc tout ce qui est planification, anticipation du geste, ça va être travaillé par la musique, et développer les fonctions exécutives en général, l'attention, la mémoire. Et donc tout ça, c'est vraiment intéressant pour les profils atypiques et puis les troubles neurodéveloppementaux, hein, pour améliorer les apprentissages en général. Pas de questions? Oui. Et vous allez voir, c'est très fort. Vous allez voir pourquoi, c'est parce qu'en fait, souvent on dit que les domaines de compétences, vous savez, on dit un expert, une expert dans ce domaine, mais il n'est pas dans le nôtre. On peut connaître très bien, être très bon en musique, mais être très nul en mathématiques, par exemple, ou inversement, etc. Et souvent, c'est ce qu'on dit, ben, moi j'aime bien être un expert. C'est ce qu'on dit un peu dans ce domaine. Mais en même temps, on sait qu'il y a des possibilités de transfert de compétences, etc. Et je crois que dans vos travaux, c'est la question que j'aimerais vous poser, c'est autour de ça que je connais mal, moi, c'est-à-dire en psychologie, un peu tout ça, comment ça marche les interactions, les domaines de compétences, comment ça peut marcher effectivement dans les apprentissages, est-ce qu'il vaut mieux centrer, vous en gros, vous nous dites là, c'est bien, on peut passer par la musique, ils apprennent un petit peu les maths, un petit peu les trucs, c'est très convaincant, moi je trouve ça très convaincant, et en même temps, vous voyez, d'un autre côté, on aurait tendance à penser en tant qu'enseignant, ah non, on va les former sur ça, même sur tel point, surtout pas parler des autres, parce que ça peut embrouiller, et puis on a cette perception de la compétence, souvent quand on forme, on dit, très bon en maths, on peut être nul en faire, c'est autour de ça, quoi, que je vais vous poser des questions. Oui, c'est une très bonne question. Alors, effectivement, avec la musique, on a des actions de transfert d'apprentissage
Donc, on peut en fait aider les apprentissages de manière directe par exemple, en scandant des syllabes. Là, l'enfant, forcément, il va s'améliorer au niveau du découpage syllabique. On peut aussi améliorer les apprentissages de manière indirecte, donc par toutes les questions de transfert d'apprentissage, en sachant que la musique a un traitement du son qui est similaire au langage. Donc, il y a toutes les questions de fréquence, de débit, de durée, qu'on retrouve à la fois dans la musique et dans le langage, pour parler encore du langage. Par contre, effectivement, on ne peut pas apprendre les capitales du monde par la musique, quoique on peut le faire en chanson, mais évidemment, on ne va pas arriver dans des compétences mathématiques, par exemple, directement liées à la musique. Hein, donc ensuite, les domaines de compétences sont séparés. Donc nous, ce qu'on peut faire, en tout cas par la musique, c'est vraiment agir sur la préparation à l'apprentissage, hein, en passant par un développement effectivement des fonctions exécutives. C'est vraiment préparer à l'apprentissage, développer la mémoire pour être plus en mesure d'apprendre. Voilà, mais évidemment, ça ne nous donne pas des compétences spécifiques dans un domaine technique particulier. Peut-être tu veux compléter, non? C'est une bonne question, parce qu'à l'école, effectivement, il y a des programmes scolaires qui sont très disciplinaires, et puis là, on voit qu'on est sur des fondamentaux, des processus cognitifs qu'on peut évoquer, qui, on va dire, sont impliqués dans l'ensemble des apprentissages. Donc, on a tout intérêt à développer des activités, par exemple, fonctions exécutives, etc., sans avoir, on va dire, un contenu disciplinaire académique. Oui, c'est ça, sachant que les capacités attentionnelles sont vraiment la base de la réussite scolaire. Je vous remercie beaucoup parce que ce que je comprends de ce que vous me dites, quand même, c'est une intuition que j'avais un petit peu, mais c'est qu'effectivement, il y a du transfert de compétences. Les maths, c'est quelque chose de très différent, mais pour faire des maths, on a besoin de quelque chose qu'on peut avoir besoin de la musique, et finalement, si on est bon en musique, on peut quand même recycler probablement. Ça peut faire un plus pour les maths. Je ne me trompe pas quand je dis ça? Tout à fait, oui, c'est vraiment ce qui est recherché. Très intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Jeanne. L'apprentissage des maths peut se faire par l'apprentissage du latin. Ça, c'est nos questions. Alors là, je ne sais pas du tout spécialiste pour vous répondre. Même en ayant fait 4 ans de latin, je ne peux pas vous répondre. C'est avéré. Ah, c'est avéré. Parce qu'il y avait, dans le latin, il y a des déclinaisons. Oui. Dans la maths, moi, je ne connais pas le transfert, mais je sais que. Voilà. Intéressant, donc à creuser. Bonjour, merci de votre très intéressante intervention. Moi, j'ai une question qui ne concerne pas les enfants petits, oui, mais plus les adolescents. Et vous parlez de capacité attentionnelle sur les bases de l'apprentissage, c'est fondamental évidemment. Est-ce que vous pensez que écouter de la musique en cours d'apprentissage peut aider l'apprentissage, sans faire de la musique, enfin, oui, ce que je veux dire. Donc, oui, directement de la musique. Si les jeunes écoutent de la musique pendant un cours, quelque chose, que vous pensez que ça peut améliorer leur capacité de concentration ou au contraire? Alors, il y a quelques études sur cette question-là, et ça reste mitigé parce que ça dépend un petit peu des individus. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui vont être plus à l'aise, plus concentrés sur une activité d'écriture, de prise de notes, en écoutant de la musique, ou d'apprentissage, même d'un texte. Et puis, il y en a d'autres que ça va vraiment gêner. Oui, alors, excusez-moi, surtout pour des jeunes qui ont des difficultés d'attention. Et oui, c'est ça. Là, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire, je ne connais pas l'étude spécifique, si ça développe l'attention.
Et alors, nous, ce qu'on propose, c'est vraiment des activités de ce type-là, hein, pour développer les capacités attentionnelles. C'est vraiment toujours des activités participatives avec cet aspect multimodal. Voilà, pas dans l'écoute effectivement passive. Il faudrait chercher s'il y a des études sur la question. Oui. Merci. Compris. Pour rebondir, moi, il me semble que pour les troubles de l'attention, j'ai entendu parler plus de bruit spécifique que de musique. Je n'aurais pas de source, mais D'accord. intéressant. Du bruit, comme du bruit de fond. Ah oui, des bruits ASMR. Du bruit blanc. Oui. De se concentrer. Ou sinon, il y a l'effet inverse avec le casque anti-bruit. Et s'il y a d'autres questions, voilà. Je vous remercie pour toutes ces informations. Et je me demandais s'il n'y avait pas un lien qui pouvait être fait entre mémoire et musique. Et par exemple, quand on apprend un chant, est-ce qu'il y a une mémorisation qui est simplifiée par la sonorité, la rythmique? C'est un peu ce que je crois percevoir quand je chante en chorale. Mais je ne sais pas si c'est fondé ou si c'est ma forme d'apprentissage. Oui, alors nous, on en est persuadés, hein, c'est pour ça qu'on rythme les dictions. Par contre, il faudrait creuser la question de est-ce que en scandant un texte, hein, on le mémorise plus facilement. Hein, nos anciens, ils scandaient beaucoup les tables de multiplication. Et je pense qu'il y a un véritable effet, on le voit. Hein. Après, il faudrait creuser ça au niveau de la recherche pour aller plus loin, notamment sur des éléments plus rythmés, hein, ce qu'on fait assez peu souvent, hein, finalement. Donc, il y a aussi des comptines rythmées qui ont été éditées par Jonathan Bolduc au Canada. Et donc là, il y a des études qui ont montré une amélioration, effectivement, de la lecture dans le cadre du chant. Voilà, c'est des comptines uniquement entonnées. Hein. Il n'y a pas vraiment de mélodie, mais ce sont des comptines musicales qui améliorent effectivement les capacités de mémorisation des sons du langage et de lecture. Je vous remercie. Quelqu'un d'autre? Moi, ça me fait penser pour la lecture, pour la dyslexie, j'avais vu qu'il y avait une notion d'espacement aussi entre les lettres qui pouvait aider. Et je trouve que ça se rejoint un petit peu l'espacement rythmique, l'espacement entre les lettres. Oui, l'espacement est très important dans la règle du temps parce que ça permet déjà d'anticiper l'événement qui arrive et puis de se préparer à la lecture. Hein. Donc, ça laisse un petit peu de temps à l'enfant pour préparer la suite. Donc, il y a moins de stress malgré la pulsation qui avance. On a moins de stress parce qu'on peut gérer cet espacement-là dans les activités. Donc, à doser effectivement de plus en plus resserré, mais c'est tout à fait un lien qu'on peut faire avec une lecture facilitée dans le cas de dyslexie. Bon, c'est une question un petit peu plus spécifique sur la musique. Alice, est-ce que tu crois que l'édition des partitions devrait évoluer pour être plus facilement visible pour toutes les personnes atteintes de troubles neurodéveloppementaux et de quelle manière elles devraient être adaptées? Alors oui, c'est une très bonne question. Donc pour les étudiants musiciens et puis les adultes aussi, hein, puisqu'il y a des adultes dyslexiques et musiciens, il y a des aménagements qui nous permettent de faciliter la lecture de la musique et notamment déjà l'agrandissement tout simple, hein, d'une partition. Donc ça peut vraiment aider, notamment quand il y a des accords. Hein, je parle ici encore beaucoup du clavier, hein, mais quand il y a des accords à 5, 6 sons jusqu'à 10 sons, c'est important d'agrandir, hein, certaines parties des partitions, que ce soit plus lisible. Et ensuite, on fait tout un travail pour les dyslexiques d'aménagement des supports et des partitions. Donc, ça passe par déjà un développement de l'oreille avec tous les supports que tu as vus, donc des pré-notations de la musique qui sont utilisées. Et ensuite, quand on passe à des partitions lambda, on fait aussi des tables intermédiaires en indiquant les notes sur les lignes en noir et les notes dans les interlignes en gris pour simuler un relief. Hein, parce que nous, on travaille aussi beaucoup sur une portée musicale tactile et donc avec un relief sur les lignes musicales de la portée.
Et donc, cette disposition-là, si tu veux, rappelle le travail qui sera fait au niveau tactile. Donc, on a ça, et puis on a aussi quelques repérages pour les sons aigus avec le ciel en bleu, les sons graves avec du vert pour l'herbe, des repérages au début fin de partition, hein, donc ça peut être vert, rouge, vert. Mais globalement, on évite les couleurs pour les notes. Hein, ça, c'est à éviter parce qu'une couleur par note, bon, ça peut fonctionner si on travaille sur un métallophone coloré, mais la difficulté pour un enfant 10, c'est que ça va rajouter un codage en plus du codage musical, hein, qui est déjà abstrait. Donc là, il doit encore associer une nouvelle chose au son musical, alors qu'on a déjà vraiment 3 types d'associations à faire. On doit décrypter la note, l'associer au son correspondant et l'associer à l'emplacement sur l'instrument. Donc, on va éviter un 4e codage qui est la couleur pour la note, si possible. Voilà, globalement. Ce sera la dernière question. Est-ce que vos études vont mener sur d'autres troubles que le trouble 10, par hasard, en passant dans la musique ou pas, vu que du coup vous êtes en orthophonie? Je n'ai pas très bien compris la question, excusez-moi. Okay. Est-ce que les études qui vont passer du coup par la musique pour aider des enfants, est-ce que ce sera du coup mené sur d'autres troubles que le trouble 10? Alors là, du coup, on n'était pas du tout sur une étude vraiment spécifique au trouble 10, parce que déjà, on était sur des enfants de grande section maternelle qui n'ont pas encore réellement appris la lecture, ils ne sont pas encore rentrés dans l'apprentissage de la lecture. Donc, à la prochaine étude, elle sera plutôt portée sur l'enseignement, plutôt que ce soit nous, intervenants extérieurs, qui venons faire le protocole, ça serait directement donné par l'enseignant. Après, forcément, du coup, dans la classe, il y a une multitude de troubles, connus ou pas connus. Donc, on disait que cette année, il y avait notamment des enfants autistes, des enfants TDAH. Donc, voilà, après, ça serait intéressant de voir un petit peu les spécificités de chacun. Mais je pense que oui, la musique peut convenir à tout type de troubles, enfants et même adultes. Il y a aussi des études musique et Parkinson, musique et Alzheimer qui ont été données. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, c'est bon. Merci à vous et merci à vous aussi. Merci à tous.